Bonjour à tous et bienvenue sur mon île à Noirmoutier. Je suis très heureux de vous rejoindre pour cet épisode 7. Je suis très désireux de vous montrer tous les projets que j'ai faits depuis tous ces mois que nous nous sommes vus. Et je vous retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Valpolicella Knitting. A tout de suite. Voilà, nous sommes installés pour ce nouvel épisode de Valpolicella Knitting. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cet épisode 7. Je suis Paul. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudonyme Valpolicella Knitting. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence au cours desquels il a fallu tricoter des ouvrages pour pouvoir les partager aujourd'hui avec vous. Si vous aimez ce contenu, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire connaître et à l'issue de votre visionnage, de mettre un pouce bleu qui aidera à son référencement sur YouTube afin que nous puissions agrandir cette communauté qui dépasse toutes mes espérances. Et encore une fois, je vous remercie infiniment. Nous avons dépassé les 3000 abonnés sur YouTube, ce qui me paraît extravagant et tellement chouette. Donc, du fond du cœur, merci. Et sans plus tarder, parce qu'on a un programme assez chargé, je vous présente les projets terminés. Le premier projet terminé est un projet que je vous avais présenté alors qu'il était en cours de réalisation l'été dernier. C'est le Seaswell Shawl de Steven West. Alors, on ne présente évidemment plus Steven West et sa capacité à produire des châles. Je crois vous l'avoir dit plusieurs fois, je ne suis pas toujours très en phase, disons-le comme ça, avec toute sa production, mais néanmoins son imagination et sa créativité forcent l'admiration. Donc j'ai commencé et terminé cet immense châle qui est le Seaswell Shawl, donc le châle de houle de mer. Donc vous voyez qu'il est absolument immense. D'ailleurs, je vous précise ici que sa réalisation peut être faite sur un modèle à 3 écheveaux ou à 5 écheveaux. Et donc on voit bien le concept, c'est-à-dire que ces jeux d'augmentation et de diminution donc provoquent au final un rendu avec des vagues et donc on imagine bien la houle de mer. J'ai presque du mal à vous le montrer dans son intégralité tant il est grand et bien enveloppant. Voilà. Donc, s'agissant des couleurs, j'ai choisi un camailleux très dégradé allant du bleu au jaune, qui lui confère, je crois que nous l'avions dit déjà la dernière fois, ce côté un peu impressionniste. Alors, la lumière aujourd'hui fait que il est beaucoup moins flamboyant qu'il n'est en réel. J'essaie de trouver une orientation qui vous permette de voir les couleurs, mais qui sont vraiment très belles et très colorées, pas du tout pâles comme évidemment quand je me recule avec la lumière du jour, vous pourriez en avoir l'impression. Donc sur sa composition, alors on voit d'ailleurs mieux quand je m'assieds, effectivement les couleurs, donc un jaune assez pâle pour démarrer, puisqu'on démarre sur cette lisière-là, et on incrémente, on va un peu plus foncer le jaune, le colorer de bleu et de vert, c'est cette couleur intermédiaire absolument somptueuse, un bleu clair, et puis un bleu beaucoup plus foncé pour terminer. Donc voilà, une version à 5 écheveaux qui est très couvrante, dans laquelle on peut vraiment j'allais dire s'enturbaner, mais si on peut s'enturbaner le cou, en tout cas s'enrubaner, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que sur
un cou et des épaules lorsqu'il y a du vent, et bien avec un châle comme ça, on est forcément très bien protégé, et c'est assez extraordinaire. Il a vraiment beaucoup d'allure. Donc les lisières sont en I-cord, hein, assez classiquement chez West. Donc c'est un châle qui n'est pas difficile. C'est du point mousse avec des augmentations, des jetées et puis des diminutions pour provoquer encore une fois cet effet de vague. Donc vraiment il n'est pas difficile techniquement. Il est long évidemment, plus on se rapproche de la couleur foncée et plus les rangs sont interminables. Ça il faut faire du kilomètre de maille en droit. Il n'y a que ça. Hein. La seule difficulté que vous pouvez rencontrer dans ce châle, c'est les jetés, des diminutions pour contrebalancer les jetés, donc vous n'aurez pas de grandes difficultés. C'est, je dirais, un travail de patience, disons-le comme ça, pour arriver à un résultat qui est splendide. Je le repasse devant vous, peut-être en masquant davantage la lumière du jour, mais on voit la délicatesse du châle et des motifs. Voilà. C'est vraiment très délicat, très beau. Et je dois dire que j'en suis complètement amoureux de ce châle, que je vous conseille. Je pense que c'est un modèle qui très facilement peut faire rentrer un tricoteur ou une tricoteuse dans l'univers de Steven West, parce que on voit bien comment il structure ses châles en sections avec les augmentations, les diminutions. Selon la couleur que l'on choisit, eh bien, on adapte ce modèle à ses propres goûts. Et encore une fois, il n'est pas difficile techniquement. Alors, il est tricoté en 3,75 mm sur une aiguille circulaire de 3,75 mm. La laine que j'ai utilisée est de la laine de mon ami Didier au fil d'Aurus, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, et qui teint sa laine à la main. Sa gamme Gizeh Sox est 80% mérino et 20% polyamide, et il a teint spécifiquement le kit pour le Seaswell Shawl. Donc si l'envie vous en dit, il suffit de vous adresser sur sa boutique aufildorus.com, lui adresser un message disant que vous voulez réaliser le Seaswell Shawl, et il vous proposera certainement, dans le camailleux de couleurs que vous aurez défini entre vous, eh bien 3 ou 5 écheveaux. Donc moi, voilà ce qui reste. Alors celui-là est resté encore en... Hop, je me suis trompé. Il me restait encore 2 pelotes deux cakes que j'ai pas rassemblées en petits pelotons, mais je dois dire que pour une fois, le châle est plutôt bien cranté. Assez souvent, quand je tricote un châle de Steven West, il me reste énormément de laine par rapport à la préconisation du patron. Je dois dire que là, non, bon, ça fera des petits pelotons de laine pour compléter une paire de chaussettes, ou refaire une paire de chaussettes avec tous ces petits restes. Ça peut être très sympa pour assortir avec le châle. Donc encore une fois, super châle. Il faut avoir un peu de temps et un peu de patience, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez faire ce châle, à vous lancer dans ce projet. Il est vraiment très facile à faire et donne un résultat, comme vous l'avez vu, extraordinaire. J'en ai terminé pour le Seaswell Shawl, que je vous avais déjà présenté par ailleurs lors du précédent épisode. Je vous propose de passer sur un deuxième châle. On va être très châle aujourd'hui, qui est le Shima Shawl de Béatrice Maz. Alors, ce châle, il a été tricoté dans le cadre d'un CAL qui a été lancé à l'automne
de mémoire par Desmailles-et-moi, Domi Victoine et Laine Poudrée, je crois, que vous retrouverez, j'imagine, sous les réseaux sociaux Instagram ou YouTube sur ces mêmes pseudonymes. Donc un cal lancé à l'automne, fin août peut-être, et en tout cas jusqu'à fin octobre, pour tricoter ensemble le Shima Shawl. L'objectif étant de faire connaître les designs de Béatrice Maz. Objectif en ce qui me concerne tout à fait réussi, puisque ça m'a permis de connaître l'univers de Béatrice et de tricoter un châle que je connaissais par ailleurs, puisque Olivier O'Kill Tricote l'avait déjà présenté dans un de ses épisodes précédents. Et j'avais trouvé, moi qui aime bien avoir de la matière autour du cou en automne et en hiver et même jusqu'au printemps, qu'il était suffisamment long pour bien s'entourer le cou et se protéger. Alors, je me suis joint avec d'autres, il y avait de très nombreux tricoteurs et tricoteuses lors de ce cal, pour tricoter ce châle qui est lui aussi très grand, alors très long, hein, c'est un châle triangulaire mais vraiment un triangle assez étroit, hein, comme vous voyez. On va détailler sa construction, mais effectivement il est très long. Le mien fait plus de 2,20 m, hein, donc c'est vous dire s'il est long. Vous voyez, je le déroule devant vous et j'ai choisi donc ces couleurs un peu grises, bleu turquoise et rouille pour lui donner son aspect automnal et puis pouvoir m'en servir en cette saison. Donc vous voyez qu'il est très beau. Je précise ici que toutes les créations que je vous montre sont à retrouver en publication sur Instagram, où vous aurez également la fiche technique, hein, de l'ouvrage. Alors si on détaille la construction du châle, que je vous montre, on commence par la section, cette section monocouleur, où il y a un effet de texture. Alors vous voyez qu'il est déjà un peu, pas feutré, mais en tout cas voilà, on sent que la laine a déjà travaillé parce que je le porte très souvent. Donc je vous disais qu'il a un effet de structure, puisque on commence assez vite à dessiner donc des rangs de points mousse et de les séparer avec des mailles glissées ici. Donc on avance, et plus on avance, plus on augmente, et évidemment plus la section s'élargit, et donc vous voyez qu'on arrive à 4 bandes séparées par 3 colonnes de mailles glissées. À partir de là, on commence à introduire les laines contrastantes pour la deuxième partie du châle. Et quand je dis deuxième partie, ce sont 2 parties qui vont évoluer ensemble, hein, qui vont grandir ensemble. La partie colorée va augmenter de taille au détriment de la partie grise qui, elle, va diminuer. Alors la partie colorée, ce sont des sections de points mousse des différentes couleurs, et le patron vous indique quand est-ce qu'il faut changer de couleur entre ce bleu que j'ai choisi un peu turquoise, le rouille et le gris qui est effectivement la même laine que la première partie. Pour emmener tout ce petit monde sur chaque rang, Béatrice Maz a choisi une maille centrale que l'on tricote avec les 3 laines, ce qui vous permet de mettre les laines qui ne sont pas tricotées en attente le temps qu'elles soient tricotées. Donc c'est assez astucieux. D'aucuns l'auraient fait courir derrière, etc. Mais comme il y a des sections, je vais vous les montrer ici, assez larges et en hauteur, faire suivre la laine derrière, ça devient compliqué. Alors que finalement, tricoter une maille endroit avec les 3 laines, je trouve que c'est très astucieux. Ça permet d'emmener toutes les laines, et puis ça donne cette couleur, cette colonne. J'essaie de bien me rapprocher pour que vous voyez, avec les laines qui s'entrecroisent et qui contrastent cette colonne de mailles, et c'est vraiment très bien fait.
Donc ici, on voit bien que eh bien, le gris voilà, fait place aux bandes de couleur pour finalement devenir presque inexistant. Ici, voilà, à la fin du châle, vous n'avez plus de gris et plus que de la couleur. Et entre-temps, vous avez augmenté jusque-là les bandes de couleur, et puis de nouveau diminution. Donc ça vous fait, je vous dis, un triangle très plat. Très plat, selon l'alternance des couleurs, vous avez évidemment un rendu très, très différent, hein, c'est évident. Et j'avoue que d'avoir mélangé ce turquoise avec ce rouille et ce gris donne une allure, beaucoup d'allure à ce châle, qui finalement, dans des périodes automnales comme celles que l'on vit, donne un peu de peps à la tenue, sans aucun doute, et puis protège bien du froid. Voilà, techniquement, je vous l'ai dit, c'est du point mousse, des mailles glissées, et puis une grosse maille centrale que l'on fait suivre tout du long. Il n'est pas très difficile. Les bordures sont en nicorde également. Donc c'est vraiment un châle qui mérite d'être dans toutes les garde-robes, tant on peut imaginer de différentes combinaisons de couleurs pour la partie de bande de point mousse. Techniquement, il est tricoté en aiguille 3,5 et la laine que j'ai utilisée est une laine la Bien-Aimée. Donc c'est également de la laine teinte à la main. Donc laine la Bien-Aimée, 75% mérinos et 25% nylon, puisqu'il s'agit de la Merino Super Sock de la Bien-Aimée. J'ai utilisé 3 couleurs. La couleur rouille, dite rust en anglais. La couleur grise qui est Tidal Sand, voilà, c'est celle-là. Et le bleu, sauf erreur, c'est la Vespa Graffiti. C'est très poétique comme mot. Donc voilà, 3 écheveaux de laine la Bien-Aimée qui ont été utilisés intégralement. Il m'est resté pour le final, je crois, un morceau comme ça de laine. Donc vraiment, il était temps que ça se termine parce que je disais, je n'aurai jamais assez de laine. Donc vraiment très bien cranté également et puis un résultat encore une fois que j'aime beaucoup. Là encore, je le passe devant vous. Donc vous voyez qu'on peut faire des tours, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà où on en est avec ce châle. Tout ce mélange des trois couleurs s'harmonise bien autour du cou et permet d'affronter le froid sans aucun problème. Donc, entre-temps, j'ai pu connaître d'autres projets, d'autres patrons de Béatrice Mas que je vous encourage à découvrir. Vous aurez bientôt dans un nouvel épisode un autre châle de Béatrice que je me suis promis de tricoter. Je crois vous avoir tout dit sur le Shima Shawl. Oui, je pense que je vous ai tout dit. Alors, le temps de d'enlever le châle de Béatrice. Et bien sûr, je me suis accroché, ça c'est pas de bol, sur le micro. Voilà. Et j'espère que vous n'en souffrirez pas, ou en tout cas je couperai le cas échéant la vidéo aussi, ça fait un peu trop de bruit. Je vous passe au projet suivant. Ce sont les affres du direct. Le Lace Shawl de Norman Schwarz. Alors là, il s'agit d'un designer allemand qui a un site qui s'appelle Nimble Needles,
Donc je vous mettrai la description évidemment dans la vidéo, mais en plus en incrustation. Et là c'est donc Norman, je dirais, donc encore une fois il est allemand, il donne un certain nombre sur son site de tutoriels et de patrons en vente également sur son site et sur sa boutique Etsy, de tutoriels, de cours de tricot et comme il dit quelques patrons, alors il y en a quand même un certain nombre. Hein. Donc j'avoue que j'ai connu ce châle sur Instagram tout simplement parce que je suis le hashtag Men in Shawl, je crois, et qu'il avait donc fait une publication avec ce type avec ce châle lorsqu'il l'a sorti, et ce type de hashtag, ce qui m'a permis de le connaître puisque je ne suivais pas en tant que designer. Et j'ai été enthousiasmé par ce châle qui est un châle dentelle. Il l'a appelé le lace shawl, donc lace c'est la plus petite laine, je dirais, plus petite encore que la fingering, hein, je crois qu'à sur 100 grammes on a 600 mètres en lace de mémoire, et donc il a produit un châle de dentelle comme vous voyez ici, j'essaie de le faire défiler pour que vous voyez bien, il est également assez large. Et là, c'est autant le châle de Béatrice Maz n'était pas du tout symétrique, celui-là est complètement symétrique, mais parfaitement symétrique. Hein. Donc c'est un triangle équilatéral et il fait alterner des bandes donc de jersey en droit, comme on voit ici, et de la dentelle, des jetés avec des diminutions qui penchent à gauche ou à droite selon, et donc deux mailles ensemble à l'endroit ou alors un glissé-glissé tricoté pour ce beau rendu. La lisière est une lisière en point de riz, donc on ne la voit pas bien, je vais tâcher peut-être voilà, là on la voit peut-être mieux si j'arrête de bouger. Donc vous avez une lisière en point de riz tout autour, et encore une fois, elle est parfaitement symétrique. Donc c'est un châle qui a une grande élégance, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en penserez, et je compte bien sur vous pour me dire quel est votre point de vue dans les commentaires. Une grande élégance qui permet de le porter, je trouve, sur des vêtements décontractés, sur vraiment un ensemble décontracté, ou alors sur un ensemble plus habillé, parce qu'il a cette élégance, cet équilibre, je dirais, entre les sections de jersey en droit et les sections de dentelle, qui font que ça peut être un complément, un accessoire parfait pour une tenue habillée. Alors, sur sa construction, on part de l'exacte pointe, ici. Hop, je vais le mettre dans le bon sens pour que vous l'ayez à l'endroit. On part de la pointe et on commence donc autour d'une colonne de mailles centrale à faire des augmentations. Donc du point de riz d'abord, puis une première section de dentelle, puis une section de jersey en droit, et là vous avez compris, on attaque de la dentelle sur trois rangs, oui, disons ça comme ça, en tout cas trois rangées de dentelle, puis de nouveau une section de jersey en droit, et on repasse sur de la dentelle, du jersey en droit, de la dentelle. Après c'est vraiment, là c'est autant que de besoin, et je dirais autant que vous avez de laine. Alors, si je vous raconte l'histoire enjolivée, je vous dirais, j'ai choisi de faire deux couleurs, de contraster, je dirais, la section finale qui est la plus grande, la plus large, en bleu marine pour la contraster avec le reste du châle. Donc ça, c'est, je dirais, la version officielle. Donc la version officieuse, c'est pas du tout ça, hein, c'est que je suis tombé en panne de laine. Donc je vous dirai ce que j'ai utilisé comme laine après, mais je suis arrivé ici, je n'avais plus 1 mm de laine pour terminer mon châle. Et du coup, j'ai utilisé une laine bleu marine, qui bien sûr est reprise dans la précédente laine pour terminer le châle. Alors,
moi, ça me va très bien parce que finalement, quand on le porte, ça permet de donner un effet sur le châle en lui-même avec ces deux couleurs. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ces deux couleurs. J'étais pas parti pour ça. Alors, pour être très franc, il faut jamais faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis parti tête baissée à tricoter ce châle en allant chercher dans mon stock un écheveau de laine de mon ami Didier au fil de Russe dans sa gamme Luxor. Et je suis parti bille en tête avec cette laine-là, en ayant au préalable pas du tout regardé quel métrage il me faudrait pour réaliser le châle. J'avais le métrage en lace et là c'est de la fingering. Donc évidemment ça ne pouvait pas le faire et ce qui devait arriver arriva. Je me suis retrouvé à la section finale qui est la plus grande en étant à court de laine et je n'avais qu'un écheveau de la Luxor couleur au cœur du Nil, mais je vous le dirai tout à l'heure. Et du coup, j'ai simplement pris de l'Arveta classique que tout le monde connaît, en couleur bleu marine, pour terminer le châle. Ça tombe bien, c'était vraiment la section finale. Et il me reste rien de la Arveta, donc il aurait bien fallu 2 écheveaux de fingering pour finir ce châle avec la même couleur. Au demeurant, comme je le disais, je suis très content du rendu avec le bleu marine et je crois que beaucoup de découvertes ont lieu par hasard. Eh bien, c'est une idée à retenir de ne pas toujours vouloir terminer un châle avec la même laine et des fois, une laine contrastante apporte beaucoup d'élégance également. Alors sur la laine, si j'y viens, je vous le redis, la couleur bleu mélangé blanc, c'est de la Ophildorus Luxor, couleur au cœur du Nil, c'est de la 100% Merino, et la Arveta classique, donc blue navy ou navy blue, c'est la couleur 145 de l'Arveta classique. Un mot sur le patron. Que j'ai trouvé, comment dirais-je, un peu sibyllin. Il est assez difficile de rentrer dedans, bizarrement. Alors que quand je vous l'explique, effectivement, ce sont des enchaînements de sections de jersey en droit et de dentelle. Autour, de part et d'autre d'une colonne centrale, d'une maille centrale, avec des augmentations de part et d'autre, ça devrait absolument pas poser de problème. Eh bien, le patron est ainsi fait. Alors, il fait 19 pages, hein, je vous le montre, voilà. Et il est ainsi fait, je crois que Norman veut tellement prendre les gens par la main pour les emmener dans son patron que ça en devient compliqué, voire sibyllin. Et il faut vraiment rentrer dans, je dirais, la mécanique intellectuelle de Norman Schwartz pour comprendre ce qu'il veut nous dire et comment s'enchaînent les sections. Voilà, à chaque fois, il dit, bon, alors ça devrait ressembler à ça, alors c'est des petits cartouches verts là, ça devrait ressembler à ça, voilà la répétition que vous devez faire pour le module 2. Mais en fait, si on suit, c'est extrêmement bien expliqué. Et on ne voit pas en fait pourquoi on nous dit mais attention sur les cartouches verts, voilà pour vous aider. On a l'impression que c'est très compliqué et en fait ça l'est pas du tout. Et pour ceux qui sont adeptes des diagrammes, il y a 6 pages de diagrammes alors qu'il faut décrocher, scotcher pour avoir une vue d'ensemble. Bon voilà, je trouve qu'il y aurait probablement eu plus simple comme explication. Pour ce châle, mais enfin bon, j'en suis venu à bout, mais je voulais vous alerter si l'envie vous prenait de le tricoter. Prenez le temps peut-être de bien lire le patron avant et de vous dire d'emblée de quoi j'aurai besoin pour avancer, parce que si vous foncez tête baissée avec toutes les explications qu'il donne en plus, tous les petits cartouches verts où il y a warning, attention, ça peut dérouter.
Voilà, ça peut dérouter. Au demeurant, quand on rentre dedans, je vous dis, après, c'est un peu du kilomètre aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris l'enchaînement des sections de jersey en droit et de dentelle, ça marche bien. Je vous le remontre, non sans vous avoir dit qu'il est tricoté en 2,75 et donc c'est assez fin. Hein, et voilà, voilà la bête. Hop, je vais le coincer. Et voilà un petit peu comment il est construit. Voilà, hop. Voilà pour le lace shawl de Norman Schwartz. Je crois vous avoir tout dit sur ce projet. On passe sur un nouveau projet terminé qui n'est pas un châle. Pour le coup, j'aurais dû peut-être faire de la... comment dirais-je, alterner, mais j'avais envie de vous montrer les 3 châles dans la foulée. C'est un projet terminé qui a été réalisé dans le cadre d'un test. Et vous savez que j'aime beaucoup les patrons de Gaël alias Knit Spirit. Et donc je vous présente ici les Nefertiti Socks. Alors les Nefertiti Socks, voilà, voilà la bête. Je vous en parle non pas tant pour le patron, mais peut-être pour vous faire découvrir l'activité de professeur de yoga de Gaël. Et elle a mis au point un concept assez innovant de programme alliant tricot et yoga, ce qu'elle appelle le Knit and Yoga. Et dans le cadre donc de sa formation en yoga, elle utilise le tricot qui probablement parce qu'il nécessite une certaine forme de concentration, de répétition, donc met la personne dans un état peut-être plus réceptif au yoga, et elle a conçu ce patron avec différents niveaux de difficulté pour qu'il soit accessible à tous. Quand je dis différents niveaux de difficulté, essentiellement, est-ce qu'on le verra mieux comme ça? C'est un point texturé faisant alterner sur plusieurs rangs des mailles en droit et des mailles en vert, donc aucune difficulté. Là où peut-être pour les plus avancés en tricot, ça peut devenir plus lancer un défi supplémentaire, je dirais, c'est qu'il y a du jacquard sur les côtes, du jacquard sur le talon et du jacquard sur le bout du pied. Alors, c'est un patron qui est, je dirais, à tiroir. Plus vous êtes avancé, en fait, et plus vous pouvez rajouter d'options difficiles. Donc, pour Knit Spirit, j'ai fait la chaussette la plus avancée. Donc, encore une fois, c'est un patron qui permet donc, de tricoter une chaussette par le mollet, avec des côtes en jacquard, la tige du mollet en point texturé, qui est vraiment pas difficile. Encore une fois, il est sur 3 rangs ou 4 en faisant alterner et décaler des mailles en droit et des mailles en vert, donc c'est pas difficile. On attaque ensuite le talon à proprement parler en jacquard avec des rangs raccourcis pour le gousset. On termine la chaussette avec dessous le pied des mailles en droit, dessus le pied le même motif texturé que le mollet, évidemment, dans le prolongement, et on finit le bout du pied avec de nouveau du jacquard, sans grande difficulté, puisque ce sont des alternances, une maille, une maille, une maille, une maille. Bon. Voilà. Je ne crois pas que ce patron soit accessible en dehors du programme Knit and Yoga, mais je tenais à vous le présenter pour vous partager le travail de Gaël qui, lorsqu'elle est Knit Spirit, nous fait partager tout son savoir, son immense savoir sur le tricot, ses tutos, ses projets et sa chaîne YouTube également. Et lorsque c'est
Need Spirit, professeur de yoga, eh bien, il y a quand même un peu de tricot. Et si vous êtes intéressé par la pratique du yoga, vous pouvez évidemment aller voir. Je crois qu'elle a un compte Instagram spécifique que je vais vous mentionner ici. Et puis, tout est sur son blog également. Donc voilà pour le petit clin d'œil à Gaël. Deux mots encore une fois, mais je ferai une vidéo sans doute plus détaillée là-dessus, sur la dominance des couleurs, puisque là, j'ai volontairement, pour vous présenter la chaussette, eh bien, inversé le sens de croisement des mailles jaunes et des mailles vertes, et on voit que sur cette partie de la chaussette, eh bien, la couleur jaune est dominante, alors que vers le bout du pied, c'est la couleur verte. Ici, la maille jaune a été tricotée, comment dirais-je, enfin, la maille verte, le fil de la maille verte a été tricoté sous la maille jaune et là sur la maille jaune. Et du coup, on voit bien l'effet que donne le croisement du fil sur l'envers du jacquard sur la dominante des couleurs. Hein. On voit nettement ici en bas la dominance de la couleur jaune et la dominance de la couleur verte au-dessus. Donc j'avais déjà parlé de ce phénomène dans un épisode précédent lorsque je présentais le patron de chaussettes, mon premier patron de chaussettes qui était les Ardeno Socks. On entend dire beaucoup de choses, on a beaucoup de questions sur la dominance des couleurs, donc je vais probablement faire une vidéo bonus plus étayée sur ce sujet-là, de sorte que vous puissiez décider, lorsque vous tricotez en jacquard, quelle couleur vous voulez faire dominer en fonction du motif. Voilà, la laine utilisée est une laine Gizeh Socks d'Ophildorus que je vous présente ici. Donc il y a ce très beau vert contrasté et ce jaune or qui est absolument magnifique. Je vous ai tout dit sur les Nefertiti Socks et je vous propose de passer simplement pour vous montrer les laines que j'ai choisies sur un projet en cours. Alors il est vraiment au tout début. Alors vous allez dire c'est la spécialité parce que je vous avais déjà fait le coup, je crois, lors d'un épisode précédent en vous disant voilà, j'ai un projet en cours et je n'ai que le rang de montage à vous présenter. Donc là, c'est pas que le rang de montage, mais presque. Il y a un rang après le montage. C'est le Moerino Medley de Steven West. Donc je vais vous mettre une photo en incrustation. C'est un châle qui est immense, une sorte de grande de châle. Un wrap comme ils disent, hein, donc une sorte de couverture qui monte tout droit, qui mélange des couleurs. Je vous montre ça pourquoi? Pour vous montrer, eh bien là encore, un kit teint spécifiquement par Didier Ophildorus. Voilà, dans ces tons, hein, il y a ce marron à contraster avec ce beige. Ce rouille à contraster, alors on ne voit pas bien la caméra, mais ils sont vraiment assez différents. Voilà, si je cache la lumière du jour, vous aurez plus la différence. Et puis, eh bien, la synthèse autour de cette laine qui mélange le vert, le marron, le bleu, les rouilles qu'on avait vues, ça va faire un effet incroyable. Et donc j'en suis vraiment au tout début puisqu'il faut monter 156 mailles d'i-cord, les reprendre toutes et commencer le châle. Donc voilà, je ne voulais pas vous présenter que les pelotes, donc je me suis hâté de faire un rang de montage et le rang de reprise des mailles pour l'i-cord, mais je suis un peu gonflé quand même. Hein. Bon voilà, mais je ne résistais pas à l'envie de vous montrer les superbes coloris teints par Didier. Alors, séquence, que reste-t-il? Alors, vous savez que c'est une séquence que j'ai ouverte lors de l'épisode 6, le dernier, où je vous avais présenté le plume de Junko Okamoto.
Ce coup-ci, je vais partir sur l'Islande avec le pull Ridari. Et alors, évidemment, je ne parle pas islandais, mais la designeuse est Védis Jónsdóttir. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et voilà le pull Ridari tel que je l'ai tricoté en 2019. Donc, il a déjà 3 ans. Il vit plutôt bien. Et comme vous voyez, c'est un pull à yoke. Hein, on le tricote donc dans le plus pur style islandais. On commence donc par la bordure basse avec simplement du jersey qui roulotte en guise de lisière. Un premier motif de jacquard. On commence à tricoter le corps. On s'arrête à ce niveau-là. On fait les manches de la même façon, hein, du jersey qui roulotte, le jacquard, la manche. Pareil ici, on met tout sur l'aiguille circulaire et on tricote le yoke, donc ici jusqu'à l'encolure en circulaire avec là encore une encolure assez basique puisque c'est du jersey qui roulotte. Alors, le pull Ridari, c'est, je dirais, le grand classique du pull islandais, ça veut dire chevalier, sauf erreur en islandais, et beaucoup de designers ont fait leur Ridari. Alors, ça, c'est la version, encore une fois, de Védis Jónsdóttir. C'est un patron qu'elle a fait pour la filature Istex, qui est la grande filature islandaise. Alors c'est une filature industrielle qui donc promeut énormément la laine Lopi, hein, la laine islandaise, et qui demande à des designers évidemment de dessiner, de concevoir, d'imaginer des modèles pour les laines Istex. La plupart du temps, ces laines, encore une fois, sont industrielles et j'ai choisi moi de la tricoter avec de la laine artisanale et je vous avais déjà parlé de cette filature dans le premier épisode. C'est une filature qui s'appelle Uppspuni et c'est du plus pur mouton islandais. Voilà. Donc que reste-t-il? Il reste un pull qui quand même a bien vieilli et a bien travaillé puisqu'on voit qu'il bouloche. Il se tient très bien, mais évidemment, il a les défauts de ses qualités. Hein. C'est un pull extrêmement chaud qui vous protège du froid l'hiver sans manteau, mais qui, en plus pure laine, vous gratifie de pas mal de bouloches partout. Je suis toujours un peu réticent à trop tondre et raser les pulls parce que ça les fragilise. Alors je préfère assumer les bouloches. Alors au bout d'un certain temps, j'en ai assez et là on voit bien que sur le coude, c'est vraiment très... Il faudra y passer. Mais c'est quand même des pulls assez incroyables parce que le froid ne passe pas. Hein. Et d'ailleurs, la sensation qu'on a au toucher est presque une sensation de drap de laine. Là, je vous détaille ici le motif de jacquard. Hein. On voit ces espèces de flèches stylisées, donc la pointe sur le bas et puis les volants sur le haut. Donc c'est vraiment un pull assez guerrier. Il est très très sympa à faire. Pour peu qu'on pense à bien, je dirais, croiser les fils à l'arrière du jacquard, vous avez un pull qui garde une grande souplesse et c'est vraiment... c'est toujours sympa d'avoir ce type de pull parce que la créativité sur le yoke est presque infinie. Hein. Alors à ce titre-là, je voulais vous présenter donc un livre donc de Védis Jónsdóttir où elle détaille un certain nombre de ses patrons. Alors heureusement, le livre est publié également en anglais, sinon j'aurais été mal. Donc vous avez là dans cet ouvrage 65 superbes patrons à tricoter avec de la laine islandaise, que vous la preniez chez Istex ou
ou autre, et puis que vous puissiez, enfin, que vous pouvez également adapter avec d'autres laines. Alors là, au hasard, vous avez un petit cardigan très coloré. Il faut aimer le jacquard, hein, évidemment, parce que il n'y a que ça. Hein. Donc voilà, des superbes motifs très automnaux, voire hivernaux, et c'est splendide. Les patrons sont absolument limpides. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune difficulté. Les diagrammes sont extrêmement bien expliqués et c'est assez facile de s'y mettre. Je voulais vous montrer, je pense, le Ridari, à moins que je ne le trouve pas. 195. Voilà, on y arrive. Donc voilà le pull Ridari tel que proposé. Il est assez ressemblant à celui que j'ai choisi, sauf que peut-être ma laine ici est un peu moins verdâtre. Et là encore, vous voyez que le motif du jacquard est assez simple. Il n'y a pas de grosses difficultés, vraiment. Je vous encourage alors soit à aller sur istex.is pour voir les patrons qui sont proposés à l'achat et les différents designers, ou peut-être si vous aimez le jacquard et les pulls islandais, à faire l'acquisition de ce beau livre donc, qui s'appelle Knitting with Icelandic Wool, donc tricoter avec de la laine islandaise, et ça vous donnera un certain nombre d'ouvrages. Donc il y a des châles, il y a des moufles. Pour ceux qui aiment les moufles en jacquard, sur mon Instagram, sur mon Ravelry, pardon, vous avez une paire de moufles islandaises qui sont proposées également dans ce livre. Des écharpes, des capes, des pulls, des cardigans. Il y en a pour tous les goûts. Il y a 65 patrons, c'est vraiment très sympa à faire. Donc je vous encourage à tricoter de la laine islandaise, avec évidemment, encore une fois, la limite que de la pure laine, ça bouloche, c'est normal. Normalement, la pure laine, il faut éviter de trop la laver, donc c'est aussi la brosser, oui, la laver constamment, c'est un vrai pari, parce qu'après elle peut souffrir aussi. Bon, donc voilà, il faut accepter des bouloches, mais bon, ça vaut le coup d'avoir quelques bouloches quand on ne veut pas avoir froid. Voilà pour la séance, pour la séquence, pardon. Que reste-t-il? Je crois que je vous ai tout dit sur ce pull. Quelques points de blabla. Je voulais vous présenter un patron que je viens de mettre en test et qui va sortir probablement à la mi-décembre. Ce sont les Driano Socks. Alors, les Driano Socks, voilà, elles sont directement inspirées de Mondrian. Moi j'aime beaucoup Mondrian et je me disais, j'avais envie de faire un clin d'œil en tricot à Mondrian. Alors évidemment, pour faire du jacquard comme ça, intarsia en rond, c'est pas facile, voire impossible. Donc il a fallu imaginer un système qui puisse permettre de rendre l'univers de Mondrian et permettre le tricotage de la chaussette. Alors voilà, ça donne ça. C'est une chaussette qui se tricote en fait à plat et en rond. Alors, tout ce qui est mollet va être tricoté à plat en aller-retour en jacquard intarsia, ce qui va vous permettre d'avoir tous ces aplats de couleurs comme Mondrian les fait, séparés par des lignes noires. On est vraiment dans l'univers Mondrian, du blanc, du rouge, du jaune, du bleu et du noir. Voilà, rien que ça. Donc on tricote à plat, et une fois qu'on a tricoté la chaussette, donc les côtes et le motif ici jusqu'à la partie noire, eh bien on va réunir les deux parties à plat par une couture au point de matelas que l'on retrouve ici.
d'accord? On coud à une maille du bord et on obtient donc une chaussette en rond que du coup on peut reprendre sur une aiguille circulaire pour terminer le pied et la pointe dans une des couleurs de Mondrian. Pointe tricotée assez classiquement hein, avec SSK, donc glisser tricoter, et puis 2 mailles ensemble à l'endroit, et puis du grafting pour fermer la chaussette. Le talon est un talon après coup, donc lorsque l'on arrive ici, eh bien, on met un fil contrastant pour tricoter le dessous de la chaussette. Et puis, quand on a fermé la chaussette, on va enlever le fil contrastant qui se trouve ici, reprendre les mailles sur une aiguille circulaire et tricoter le talon avec même chose, donc des diminutions de part et d'autre, glisser, tricoter et 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire le talon. Vous voyez que la couture ne se voit pas. Alors, pour votre info, elle est là. Hop, je ne sais pas si on la voit bien, mais non, on ne la voit pas. Et du coup, vous allez sûrement vous dire, mais est-ce que ça gêne derrière? Eh bien, pour l'instant, les retours que j'en ai, alors moi ça ne m'a pas gêné lorsque j'ai fait le prototype, et les quelques retours que j'ai de l'équipe de testeurs qui a bien voulu tester ce patron et que je remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour tester les Driano Socks, eh bien me disent que c'est pas gênant. Alors c'est pas nouveau, hein. Jadis on tricotait des chaussettes avec une couture sur l'arrière du mollet, ça gênait personne. Je vous rassure, ça gêne pas et l'effet est quand même très sympa parce qu'on est vraiment dans l'univers de Mondrian. Donc ça permet, je dirais, soit sur un pantacourt ou autre, d'avoir une chaussette très originale et qui rend hommage à ce grand peintre. Voilà, je vous remontre donc la chaussette dans son ensemble. La laine utilisée, ça va vous surprendre, c'est de la laine Gizeh Socks de Ophildorus qui a créé un kit spécifique pour mes chaussettes. Donc, vous avez 100 grammes de blanc, je crois, ou 50 grammes de blanc, et puis des kits, des petits écheveaux de 10 ou 20 grammes, j'ai plus tout à fait en tête la composition du kit pour les couleurs contrastantes, qu'il faut bobiner, évidemment, et puis pour le jacquard intarsia, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser évidemment des petites navettes hein, pour ne pas vous emmêler les pelotes lorsque vous réalisez le jacquard. Donc encore une fois, Didier a créé ce kit spécifiquement pour les Driano Socks. Lorsque le patron sera sorti, vous avez envie de tricoter ces chaussettes, sachez que si vous prenez un kit chez Didier Ophildorus, le patron vous est offert. Donc voilà, petite promo de Noël pour les Driano Socks. Si vous prenez le kit encore une fois chez Didier, je vous offre le patron. Voilà ce que je peux vous dire sur les Driano Socks. Le programme était bien chargé, je vois que le temps passe. Dernière petite information, je me fais l'écho ici de l'agenda tricot participatif de Noémie, alias You Need to Learn, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Noémie a à cœur de faire partager sa passion pour le tricot et de réunir une communauté autour d'agendas communs ou d'événements communs. Et il y a un agenda participatif sur son site ou sur son profil. De toute façon, je vous mettrai le lien en description pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice
et dire, bah voilà, dans ma région, dans ma ville, dans ma commune, il y a tel tricoté ou tel événement autour du tricot. Comme c'est participatif, chacun apporte sa pierre à l'édifice qui contribue au bien de l'ensemble de la communauté. Donc allez voir peut-être le profil de Noémie que je vous remettrai en participation, en description, pardon, et ça vous permettra également de participer. Cet épisode est terminé, on arrive à presque 1 heure d'entretien ensemble. Encore une fois, je suis à chaque fois enchanté de vous retrouver pour ces épisodes. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à partager, à dire que ce podcast existe, à mettre un pouce bleu. Et avec ça, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère vous retrouver assez vite pour un nouvel épisode. Très joyeux Noël à tous, très bonne année et à très vite. Au revoir.